Je venais d'acheter la maison de plage quand ma sœur a appelé, on arrive dans 3 heures avec 22 membres de la famille. Prépare les chambres, fais à manger pour tout le monde, on reste 2 semaines. Je suis resté calme. Et j'ai commencé mon plan. Je n'étais dans la maison que depuis 3 jours. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans les couloirs, faible mais réconfortante, et la lumière du matin se déversait à travers les larges fenêtres donnant sur l'océan. J'étais en train de déballer une boîte de vaisselle, la rangeant soigneusement dans le placard de la cuisine, quand je me suis surprise à sourire, ce que je n'avais pas beaucoup fait depuis des années. Pendant des décennies, j'avais vécu dans les espaces des autres. La maison de mon mari jusqu'à son décès, puis le sous-sol de mon fils, où mon monde s'était rétréci à une seule fenêtre et un air emprunté. Maintenant, cet endroit, cette maison de plage était la mienne. Pas la nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. La mienne. Je me suis versé une tasse de café et je me suis tenu près des portes coulissantes en verre, regardant la marée monter et se retirer. Il y a un vieux verre de Robert Frost, de bonnes clôtures font de bons voisins. J'y ai pensé ce matin-là, pas seulement à propos des voisins, mais de la famille. Des clôtures, des limites, des murs. C'est pour ça que j'avais économisé. Brique par brique de sacrifice. J'avais choisi cette maison parce qu'elle était un peu à l'écart de la rangée bondée de maisons de location. Elle n'était pas grande, mais elle était solide. C'était la liberté. J'ai passé mes doigts sur le comptoir, fier des légères rainures dans le granit, preuve de quelque chose qui m'appartenait entièrement. Les aînés disent souvent que le rêve américain est moins une question de luxe que de sécurité. C'est ce que j'avais gagné, la sécurité. Du moins, c'est ce que je pensais. Le téléphone a sonné, me tirant de ce calme fragile. J'ai posé ma tasse et j'ai regardé l'écran. Adia, ma sœur. J'ai hésité, le genre de pause qui vient d'un long souvenir. Puis j'ai répondu. Salut, a-t-elle dit d'un ton brusque, comme si elle était déjà en pleine conversation. Juste pour te prévenir. On sera là dans environ 3 heures. J'ai 22 personnes avec moi. Le côté de mon mari, quelques cousins, les enfants. Tu as plein de place, n'est-ce pas? Je me suis figé. Pardon? Elle a continué à parler. On aura besoin que les chambres soient prêtes. Assure-toi d'avoir de la literie. Et si tu pouvais commencer à préparer à manger, ce serait super. Ça va être amusant. Un nouveau départ pour nous tous. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, regardant les vagues. Ma poitrine s'est serrée. 22 personnes, 3 heures. Aucune question pour savoir si c'était d'accord. Aucune félicitation pour la maison. Juste une supposition. Adia, ai-je réussi à dire. Je viens d'emménager. Les cartons sont encore. Ça tombe à pic, alors, m'a-t-elle interrompu. Comme ça, tout le monde pourra inaugurer la maison ensemble. Tu as toujours voulu avoir la famille autour de toi, n'est-ce pas? Mon esprit s'est emballé. Le temps, c'est de l'argent, disent les gens, mais la famille peut vider les deux plus vite que n'importe quel étranger. J'ai pensé aux courses que j'avais faites pour moi seul, au lit simple que je venais d'installer avec des draps frais. Rien de tout cela n'était prévu pour une invasion. Adia, ai-je répété, cette fois plus lentement. C'est ma maison. En arrière-plan, je l'ai entendu rire légèrement à quelqu'un près d'elle. Je l'ai aidé à la choisir. S'est-elle vantée, sa voix flottant à travers la ligne. Elle n'aurait jamais choisi cet endroit sans moi. J'ai serré le téléphone plus fort. Ce n'était pas vrai. Elle n'avait pas levé le petit doigt pour cet achat. Pourtant, avant même d'avoir franchi la porte, elle s'en attribuait déjà le mérite. C'était une vieille blessure qui se rouvrait. En grandissant, Adia trouvait toujours un moyen de briller à mes dépens. Quand nous étions enfants, elle prétendait m'avoir appris à lire, même si c'était notre maîtresse qui restait tard avec moi. Pendant les fêtes, elle racontait aux parents qu'elle m'avait aidé à cuisiner des plats que j'avais appris seul. Elle était l'enfant en or, l'aînée, celle vers qui nos parents se tournaient. J'étais la plus jeune, celle qui a appris très tôt que mes meilleurs efforts seraient réécrits comme étant les siens. Maya Angelou a dit un jour, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. Adia m'avait montré qui elle était d'innombrables fois. Je n'y avais juste pas assez cru pour me préparer à ça. À l'autre bout du fil, elle bavardait encore. On apportera des chaises de plage, mais tu en as assez, n'est-ce pas? Et la grande chambre, on la prendra.
Tu seras bien dans l'une des plus petites. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai gardé ma voix calme. J'ai besoin de temps pour m'installer. Ce n'est pas un hôtel. Elle a ri de nouveau, d'un air dédaigneux. Sois pas bête. Ça va être amusant. À tout à l'heure. L'appel s'est terminé. Je suis resté là, à écouter le silence après sa voix. Le seul son, le faible bourdonnement du réfrigérateur et l'océan au-delà de la vitre. Pendant un instant, j'ai senti la vieille envie, l'instinct de pleurer, de faire les 100 pas, de m'effondrer sous le poids de ne pas être vu. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais été effacé trop de fois pour laisser cela se reproduire sans me battre. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme si je déposais un objet fragile sur de la pierre. J'ai inspiré profondément, laissant l'air remplir mes poumons. La panique ne me servirait à rien. Le bruit ne me protégerait pas. Seule la clarté le ferait. Si elle vient avec une armée, me suis-je murmuré, je dois être plus intelligente, pas plus bruyante. J'ai traversé chaque pièce lentement, mes doigts effleurant les murs fraîchement peints comme pour me rappeler, cet espace est à moi, chaque centimètre. Je me suis arrêté au comptoir où se trouvaient un bloc-notes et un stylo, laissé là la veille alors que je griffonnais des listes de courses. J'ai pris le stylo, j'ai cliqué une fois, et je l'ai reposé. Un petit geste, mais qui avait du poids. J'ai pensé à tous les espaces que j'avais perdus auparavant. Le bureau de mon mari, le sous-sol de mon fils, la cuisine où Adia et moi marchions sur la pointe des pieds comme si ma présence était un fardeau. Plus jamais. Cette maison était ma limite, ma clôture, ma déclaration que je n'étais pas invisible. Adia pensait qu'elle débarquait pour la revendiquer. Elle pensait que mon silence signifiait la reddition. Elle n'avait aucune idée que je préparais déjà mon champ de bataille. En fin de matinée, la paix dans laquelle je m'étais enveloppé comme une couverture a été déchirée. Par les fenêtres de devant, j'ai vu le premier SUV dévaler l'allée de gravier, les pneus crissant sur la pierre. Derrière lui en est venu un autre, puis deux de plus. En quelques minutes, ma rue tranquille ressemblait à un parking de stade un jour de match. Les portières ont claqué, les voix ont porté, et l'air est passé de la brise marine au chaos. Les enfants sont sortis en premier, traînant des glacières, des serviettes et des jouets gonflables, leurs baskets martelant les marches du porche comme si la maison leur avait toujours appartenu. Un cousin que je reconnaissais à peine a regardé autour de lui et a crié « Cet endroit est parfait. Merci de nous laisser l'utiliser. » L'utiliser. Ces mots me piquèrent. Je n'avais pas dit oui. D'autres personnes se sont pressées sur la pelouse, riant, transportant des valises sur les marches. Mon Porsche soigneusement balayé est devenu un dépôt de bagages. Quelqu'un a laissé une boîte de pizza à moitié vide sur ma rampe. Le bruit a fait vibrer les portes vitrées derrière moi. Il y a quelques heures à peine, je sirotais mon café en silence. Maintenant, ce silence avait disparu. J'ai ouvert la porte, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Bienvenue, ai-je dit avec précaution, bien que ma gorge se serre sur le mot. Adia est apparue alors, arborant le large sourire d'une femme qui venait de remporter une victoire. Je ne t'avais pas dit que cette maison était parfaite? On va la rendre vivante. Une famille ne devrait jamais être silencieuse. Le silence était exactement la raison pour laquelle j'avais acheté cette maison. Ils ont envahi l'intérieur, se répandant comme de l'eau dans les fissures. La main collante d'un bambin s'est appuyée sur mon mur. Deux adolescents se disputaient pour savoir quelle chambre avait la meilleure vue. Un homme que je ne connaissais pas a ouvert mon réfrigérateur en fronçant les sourcils. Pas beaucoup de nourriture. Il va falloir faire des provisions si ça doit marcher. Ce n'est pas, ai-je commencé, mais Adia m'a coupé. Allez-y, choisissez vos chambres, a-t-elle crié, leur faisant signe de monter. Je suis resté figé, les regardant disparaître dans l'escalier avec leurs sacs. Mes chambres, mes meubles, mon linge soigneusement plié. Chaque pas qu'ils faisaient pesait sur ma poitrine comme un poids. Une tante a attrapé les clés sur le crochet près de la porte. Elle les a fait teinter de manière enjouée, verrouillant et déverrouillant la porte 2 fois avant de les glisser dans son sac à main. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit en me voyant la regarder. Je vais les garder en sécurité. La clé, un petit morceau de métal, mais plus que ça, c'était une limite. La ligne entre le respect et l'intrusion, et d'un mouvement négligent, elle l'avait franchie. Je me suis murmuré, la clé n'est pas seulement un outil, c'est la propriété, et tu viens de l'empocher comme une breloque. Mais personne n'a entendu. Personne ne s'en souciait.
Dans la cuisine, un cousin a jeté des serviettes sur le comptoir. Il va falloir trier ça. Assure-toi qu'il y en a assez pour tout le monde. Un autre a crié depuis le salon, et « Tu peux déplacer ces chaises. On aura besoin de place pour le dîner plus tard. » C'est là que ça m'a frappé. Je n'étais pas une propriétaire à leurs yeux. On me donnait le rôle de la domestique, invisible, celle qui devait servir sans se plaindre. Adia a tapé dans ses mains, dirigeant la pièce comme un chef d'orchestre. Enlevez vos chaussures, tout le monde. Laissez-les près de la porte. Ne vous inquiétez pas du désordre. Elle nettoiera plus tard. Le rire qui a suivi a été plus perçant que n'importe quelle insulte. J'ai serré la mâchoire, répétant intérieurement, quand ils réécrivent votre rôle, ils réécrivent votre valeur. Et me voilà réécrite en femme de ménage dans ma propre maison. J'ai porté une pile de tonnes abandonnées dans un coin. Chaque pas était délibéré, stable. Mon silence n'était pas une reddition. C'était de l'observation. Chaque mot négligent, chaque ordre, chaque dédain, je l'enregistrais. Le respect se mérite. L'honnêteté est appréciée. La confiance se gagne. La loyauté est rendue, pensais-je amèrement, en regardant ma famille enfreindre ces 4 règles en moins d'1 heure. En début d'après-midi, la maison ne ressemblait plus à la mienne. Des valises bloquaient les couloirs, des voix ricochaient sur les murs, et l'air sentait les emballages de fast-food et les maillots de bain humides. Je me suis dirigé vers la porte, m'appuyant contre le cadre, étudiant l'invasion. Mon cœur s'emballait, mais mon visage restait impassible. Dehors, j'ai aperçu Yon, ma voisine, qui promenait son chien. Elle a levé les yeux en voyant les voitures entassées dans mon allée, le Porsche débordant de parents. Nos regards se sont croisés. Elle n'a rien dit, mais son regard compatissant en disait assez. Quelqu'un d'autre voyait ce qui se passait. Cela m'a rassuré. Si le silence est la survie, me suis-je dit, alors la planification est le pouvoir. Au moment où ils ont réquisitionné chaque pièce, ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient déjà réveillé la seule personne qu'ils pensaient pouvoir effacer. Moi. En milieu d'après-midi, la maison ne me semblait plus être la mienne. Chaque recoin était rempli de voix, de sacs, de chaussures et d'un bruit qui semblait ronger les murs. Je suis sorti sur la terrasse arrière, fermant doucement la porte derrière moi, ayant besoin d'espace pour respirer. L'océan s'étendait devant moi, imperturbable et indifférent, comme pour me rappeler que certaines choses restent inchangées, peu importe le chaos que les gens créent. Je me suis assise dans l'une des chaises, écoutant les rires étouffés qui s'échappaient de l'intérieur. Et puis les souvenirs sont revenus. Ce n'était pas la première fois qu'Adia s'introduisait dans mon espace en le déclarant sien. Je me voyais encore à 12 ans, debout dans un couloir d'école bondé, pendant qu'un professeur louait l'intelligence d'Adia. J'avais aussi rendu un projet, sur lequel j'avais travaillé en silence, mais mon devoir avait été mis de côté tandis que le sien était affiché pour la classe. « Tais-toi », m'avait dit le professeur quand j'avais essayé de m'expliquer. Plus tard, à la maison, nos parents ont décidé quelle chambre nous aurions chacune. Adia est plus âgée, avait dit ma mère. Elle mérite la plus grande. Puis elle s'était tournée vers moi avec les mêmes mots qui allaient me suivre pendant des années, « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Le refrain résonnait maintenant alors que je regardais les vagues. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré dans l'air salin. Quand les gens vous effacent assez longtemps, vous commencez à vous demander si vous avez jamais existé. William Faulkner a écrit un jour, « Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. » Je comprenais cette phrase jusqu'à la moelle, car me voilà, des décennies plus tard, assise sur ma propre terrasse, à revivre les mêmes scènes, le favoritisme, la supposition que ma voix comptait moins. Ma maison était la preuve que j'existais, et pourtant, en un instant, elle était revendiquée par quelqu'un d'autre. Quand je suis finalement rentré, je suis tombé sur une scène qui ressemblait à une parodie cruelle. Adia était dans le salon, perchée sur le meilleur fauteuil comme s'il l'attendait. Autour d'elle, des cousins et des beaux-parents riaient. Quelqu'un lui a tendu un verre. Je planais en marge de la pièce, invisible à la vue de tous. Adia sait toujours comment recevoir, a déclaré un cousin en levant son verre. C'est pour ça qu'elle est mariée. Toi, tu es toujours célibataire, n'est-ce pas? Ses yeux ont glissé sur moi, puis se sont détournés. La pique lancée sans hésitation. La chaleur m'est montée au visage, mais je suis resté impassible. Intérieurement, je pensais, le mariage n'est pas un prix. C'est un choix.
Pourtant, ils parlent comme si ma vie était un échec parce que j'ai choisi différemment, ou parce que j'ai été laissé pour compte. Je voulais crier, les corriger, rappeler à tout le monde que c'était ma maison, pas la sienne, et que recevoir n'avait jamais été mon invitation. Mais mes lèvres sont restées closes. Je ne leur donnerai pas le spectacle qu'ils attendaient. À la place, j'ai hoché la tête une fois, un geste si petit qu'il pouvait être confondu avec un accord. Mon cœur s'emballait, mais mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la stratégie. Chaque mot qu'il prononçait était une pierre de plus, et je les empilais pour former un mur qui se dresserait bientôt entre nous. L'humiliation me brûlait, mais je les ravalais. Je me suis rappelé, ils peuvent rire maintenant, mais c'est moi qui déciderai de la fin. La conversation a continué, tournant autour des histoires d'Adia, de ses prétendues compétences, de son importance. Chaque rire, chaque hochement de tête creusait une marque plus profonde en moi. Pourtant, je me suis forcé à rester immobile, même quand elle m'a regardé avec un sourire suffisant, les yeux brillants de victoire. Elle se nourrissait du spectacle. Je me nourrissais de la préparation. J'ai pensé à un vieux dicton, ne luttez jamais avec des cochons. Vous vous salissez tous les deux, et le cochon, lui, adore ça. Si je craquais, ils applaudiraient. Si je restais silencieuse, je gardais l'avantage. Je ne serais plus effacée, ai-je juré en silence. Pas dans cette maison. Alors je me suis occupé de petites tâches délibérées. Redresser un livre sur l'étagère, plier une serviette égarée. Chaque action me donnait une couverture, un moyen d'observer sans exploser. Je constituais un dossier, cataloguant chaque insulte, chaque vol, chaque remarque négligente. Ils pensaient que je battais en retraite, mais je rassemblais des munitions. Alors que le soleil commençait à descendre, déversant des lumières orangées par les fenêtres, les rires n'ont fait que s'amplifier. Ils remplissaient chaque pièce, rebondissant sur les murs jusqu'à ce que la maison elle-même semble ne plus se souvenir de ma présence. Je me tenais dans le couloir, écoutant, une seule voix noyée par 22 autres. Le son m'enveloppait comme des chaînes, mais je me suis murmuré, plus ils deviennent bruyants, plus mon silence devient acéré. Ils prenaient mon immobilité pour une reddition. Bientôt, ils apprendraient que c'était le son de l'acier qu'on affûte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, espérant profiter de quelques instants de silence avant que la tempête de voix ne reprenne. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, pour trouver les comptoirs déjà encombrés de boîtes de céréales à moitié vides, de tasses collantes et de miettes éparpillées comme des confettis sur le sol. La cafetière gargouillait, presque vide, alors que je n'y avais pas encore touché. Les enfants couraient dans le couloir, leurs cris rebondissant contre les murs, tandis que les adultes les appelaient sans réelle intention d'arrêter le bruit. Un homme se plaignait bruyamment du manque de crème pour le café, un autre de la climatisation réglée trop bas. Ma cuisine ressemblait à une cafétéria, mes couloirs à une cour de récréation. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai expiré lentement. C'est une chose d'être une hôte. C'en est une autre d'être effacé dans sa propre maison. Dans ce pays, on nous apprend que posséder une maison signifie l'indépendance. Cela signifie le contrôle. Mais en regardant autour de moi, je me sentais dépouillé des deux. Au petit déjeuner, j'ai posé ma tasse de café noir pour entendre une voix percer depuis le salon. Elle est égoïste, a annoncé un parent assez fort pour que tout le monde entende. La famille, c'est tout partager. C'est ça, la famille. La pièce s'est tue pendant une demi-seconde, puis s'est remplie de hochements de tête approbateurs. Adia n'a pas dit un mot. Elle a juste souri en coin, laissant les accusations tomber des lèvres de quelqu'un d'autre. Égoïste. C'était le mot destiné à me coincer, à me faire honte et me réduire au silence. J'ai serré la mâchoire. Ce n'étaient pas des suggestions. C'étaient des accusations acérées destinées à me priver de ma légitimité en tant que propriétaire. Les gens qui ne peuvent pas respecter vos limites vous traiteront toujours d'égoïste pour en avoir. Pensais-je, ravalant l'amertume qui me montait à la gorge. Un oncle s'est penché en arrière sur sa chaise. N'oublie pas, a-t-il ajouté. La famille t'a tout donné. Tu ne serais pas là sans nous. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas répondre. Vraiment? Je me suis souvenu de toutes les longues nuits, de toutes les heures supplémentaires, de chaque dollar que j'avais étiré et économisé pour faire cet achat. Il n'avait jamais payé une seule de mes factures. Mon silence ne faisait que les encourager. Leurs voix se sont faites plus fortes, enhardies par mon calme, et Adia me regardait de l'autre côté de la table,
les yeux brillants de satisfaction, comme si elle orchestrait tout le spectacle. Plus tard dans la matinée, quand la foule s'est un peu dispersée, ma mère m'a trouvé près du porche. Elle m'a pris doucement le bras, la voix basse comme si elle offrait du réconfort. « Ne rends pas les choses difficiles, ma chérie », a-t-elle murmuré. « Laisse-les rester. Ce n'est que pour quelques semaines. Maintiens la paix. » Ces mots m'ont blessé plus profondément que les insultes directes. Je m'attendais à ce qu'elle soit mon bouclier, qu'elle leur rappelle que j'avais mérité cet endroit, que ma voix comptait. Au lieu de cela, elle me demandait de me rendre à nouveau, pour la paix. Je me suis légèrement écarté, étudiant son visage. « La paix ?» ai-je demandé doucement. « Vous appelez ça la paix ? Ils ont transformé ma maison en cirque. » Elle a soupiré. Le genre de soupir qui disait qu'elle était fatiguée de ma résistance. Parfois, maintenir l'harmonie est plus important que d'avoir raison. Mais l'harmonie sans justice n'est pas la paix. C'est l'oppression déguisée en calme. J'ai souri faiblement, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'ai réalisé alors que si même ma mère ne pouvait pas me défendre, je devais me défendre moi-même. Si je ne pouvais pas compter sur elle, je devais compter sur ma propre détermination. La journée s'est éternisée, les rires et les bavardages remplissant chaque recoin. Chaque fois que j'essayais de parler, ma voix était noyée par une autre. Chaque instruction que je donnais était ignorée, remplacée par des ordres plus forts d'Adia ou de l'un de ses alliés. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, observant, écoutant, cataloguant chaque affront. Et à chaque insulte, chaque dédain, mon silence devenait plus tranchant. Ce n'était pas de la soumission. C'était une lame cachée pour le moment, attendant le bon moment. Le soir, je me suis assise en marge du salon, inaperçue, alors qu'ils remplissaient la maison de leur bruit. J'ai réalisé quelque chose de crucial. Ils pensaient que mon silence signifiait que j'étais vaincu. Mais le silence n'était que le début de ma tempête. Le soir du deuxième jour, j'avais enduré plus que je ne le pensais possible, le bruit, le manque de respect, les rappels subtils et moins subtils qu'à leurs yeux, ma maison était à leur disposition. Mais il arrive un moment où le silence a un goût de cendre. Je me suis retrouvé dans la cuisine, debout devant l'évier, quand Adia est entrée avec un verre à la main. Mon cœur a battu une fois, fermement mais lourdement. Je me suis retourné, posant mes paumes sur le comptoir, et j'ai parlé avec un calme délibéré. Cette maison est à moi, Adia, et j'ai besoin d'ordre ici. Elle a cligné des yeux, puis a souri en coin. De l'ordre ? Oh, allez. Tu es dramatique. La famille, c'est la famille. Je ne suis pas ta domestique, ai-je dit fermement. Je ne tolérerai pas de dommages à ma maison. Pas une chose de plus. Elle a bu une gorgée et a ri comme si j'avais raconté une blague. Détends-toi. Il s'amuse. Tu devrais être heureuse d'avoir autant de compagnie. La plupart des gens tueraient pour ce genre de réunion de famille. Je me suis approché, baissant la voix. Il y a une différence entre une réunion et une invasion. Tu as franchi cette ligne hier. Depuis le salon, un cousin a appelé, Adia, où est le tire-bouchon ? Comme si je n'étais pas là. Comme si mes mots n'avaient aucune importance. Adia s'est appuyée contre le réfrigérateur, son sourire s'élargissant. Tu vois, ils ont besoin de moi. Ne gâche pas tout avec tes règles. La frustration a flambé dans ma poitrine. Pendant un instant, j'ai voulu crier, frapper du poing sur le comptoir, mais j'ai forcé ma respiration à se calmer. C'est ma limite, lui ai-je dit. Et les limites ne sont pas négociables. Sa seule réponse a été un geste dédaigneux de la main alors qu'elle retournait dans la foule, son rire se mêlant au leur. Mon avertissement est tombé dans l'oreille d'un sourd. Plus tard, quand je me suis enfin assise en marge de la salle à manger, espérant prendre l'air, mon frère Zéa est apparu. Il s'est accroupi à côté de moi, la voix basse. Pendant un instant, j'ai cru qu'il était venu me soutenir. « Ne fais pas de scène », a-t-il murmuré. « Laisse-les juste profiter. Ça ne vaut pas la peine de se battre. » J'ai tourné lentement la tête, croisant son regard. « Ça ne vaut pas la peine de se battre ?» Il s'est tortillé, mal à l'aise, détournant les yeux. « Ils sont là pour peu de temps. Ne gâche pas tout. Tu as toujours été trop rigide. Détends-toi. » Ces mots m'ont frappé plus durement que le sourire narquois d'Adia. La trahison est plus vive quand elle vient de ceux qui devraient vous défendre. J'ai ravalé la douleur qui s'enfonçait plus profondément.
Dans ma tête, j'ai répété des mots d'Elie Wiesel que j'avais lus un jour, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et voici mon frère, indifférent à l'érosion de ma dignité. J'ai hoché la tête lentement, non pas en signe d'accord, mais de résignation. J'ai réalisé alors que j'étais seul dans ce combat. Pourtant, cette solitude a forgé quelque chose en moi. De l'acier, là où il y avait eu de la peur. Alors que la soirée s'éternisait, les enfants sont devenus plus agités. Un groupe d'adolescents avait trouvé des marqueurs et trouvé hilarant de gribouiller sur les murs pâles de mon couloir. J'ai d'abord entendu les ricanements, puis le crissement des pointes de marqueurs sur la peinture. Je me suis approché, la voix sèche. Arrêtez ça tout de suite. Ils se sont figés une seconde, puis ont éclaté de rire à nouveau. Un garçon a haussé les épaules. C'est juste un mur. Avant que je puisse répondre, Adia est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au gribouillis, puis à moi. Ne sois pas ridicule, a-t-elle dit en agitant la main comme pour chasser de la fumée. Les murs peuvent être repeints. Ce n'est pas grave. J'ai regardé les lignes vives qui s'infiltraient dans la peinture que j'avais choisie si soigneusement. C'était peut-être peu de choses, mais c'était symbolique, une violation de l'espace même que j'avais mis des années à revendiquer. S'ils ne peuvent pas respecter les murs, pensais-je amèrement, comment pourront-ils jamais me respecter? Les Américains comprennent cela instinctivement. La propriété n'est pas seulement du bois et du plâtre. C'est l'identité, le sacrifice, l'indépendance. Et pourtant, ici, dans ma maison, ce n'était rien de plus qu'une toile pour leur négligence. Ma patience s'est amincie comme du verre sous tension. Les rires, les insultes, le vol désinvolte de respect, tout cela me brûlait plus fort qu'avant. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, j'étais en feu. Quand la nuit est tombée, je me suis retiré dans la plus petite chambre d'amis, fermant la porte derrière moi. Sur le bureau se trouvait un bloc-notes. Je l'ai rapproché, j'ai enlevé le capuchon d'un stylo et j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime, pas une liste de griefs, mais des preuves. Chaque offense, chaque insulte, chaque acte négligent documenté. Ce n'est pas de la faiblesse, ai-je murmuré. C'est de la préparation. S'ils n'écoutaient pas mes mots, ils écouteraient les conséquences. Ils prenaient ma retraite silencieuse pour une défaite. En vérité, c'était le moment où je commençais à monter mon dossier. Le 3e matin, je suis sorti sur la terrasse avec mon café, espérant avoir ne serait-ce que 5 minutes de paix avant que la maison n'explose. Au lieu de cela, j'ai trouvé la moitié de ma famille déjà rassemblée, des serviettes de plage sur les épaules, Adia les dirigeant comme un général. Quelqu'un a crié, c'est l'heure de la photo de famille avant de partir. Avant que je puisse bouger, un cousin m'a mis l'appareil photo dans les mains. Tu es meilleur derrière l'objectif de toute façon. Tu l'as toujours été, a-t-elle dit en riant. Je l'ai tenue, stupéfaite. Vous ne voulez pas de moi sur la photo, ai-je demandé. Adia m'a jeté un coup d'œil, sa voix tranchante d'une fausse douceur. C'est une question de famille. N'en fais pas une affaire personnelle. Prends juste la photo. J'ai dégluti, levant l'appareil photo alors qu'ils se serraient les uns contre les autres, se pressant dans le cadre, les bras passés les uns sur les autres. J'ai pris une photo, puis une autre, mon propre reflet faible dans l'objectif, mais nulle part dans le moment présent. Quelques heures plus tard, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai vu la photo déjà publiée. Il m'avait complètement coupé du cadre, ne laissant aucune trace de mes mains qui avaient stabilisé l'appareil, aucune trace de moi du tout. Ma poitrine s'est serrée. On peut être effacé d'une photo de la même manière qu'on est effacé d'une famille. Silencieusement, sans protestation, et pire encore, le monde croit à l'image qu'on lui montre. J'ai refermé le téléphone d'un coup sec et je me suis murmuré, c'est donc comme ça qu'ils veulent que l'histoire soit écrite. Le déjeuner aurait dû être simple. J'avais disposé des fruits frais, une miche de pain et une tasse de café chaud que je m'étais préparé, un petit repas après une matinée épuisante. Mais avant que je puisse m'asseoir, des mains se sont tendues. Des raisins ont disparu dans la paume d'Adia. Quelqu'un a arraché la moitié de la miche de pain. Un neveu adolescent a versé mon café dans sa tasse de voyage sans demander. On dirait que tu nous nourris maintenant, aussi, a plaisanté un cousin, des miettes tombant déjà sur sa chemise. J'ai regardé l'assiette vide qui avait été la mienne il y a un instant. Le vol de nourriture était une petite chose, oui, mais ça m'a profondément blessé. Dans ce pays, les repas sont plus que du carburant.
Ce sont des gestes de respect, des marques d'hospitalité. Et ici, même ce symbole m'avait été arraché. Quand les gens traitent votre gentillesse comme une faiblesse, vous arrêtez de servir la table. J'ai repoussé ma chaise sans un mot. Adia m'a souri en coin de l'autre côté du comptoir. Ne me fusille pas du regard. C'est juste de la nourriture. Détends-toi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai enregistré. Une autre croix sur la liste croissante des offenses. La maison s'est remplie de rires pendant qu'il mangeait. Le bruit de la mastication et des bavardages résonnait contre les murs. Je me suis assise à l'écart, inaperçue, invisible à nouveau. La cuisine dont j'avais rêvé pour cuisiner pour moi-même était devenue un champ de bataille, et je perdais déjà des escarmouches. J'ai écouté, mon silence lourd, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose changeait. Le désespoir se durcissait en quelque chose de plus tranchant. Ils pensaient que j'étais trop silencieuse pour compter, mais ils avaient oublié que le silence garde la mémoire. Le silence est un registre qui ne perd jamais le compte. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai ouvert mon bloc-notes. Un par un, j'ai tout noté. La nourriture volée, la photo qui m'a effacé, les gribouillis sur le mur, les rires à mes dépens. La page s'est remplie rapidement, chaque ligne étant la preuve que ce que je ressentais n'était pas de l'imagination. C'était un compte-rendu. J'ai regardé le dossier rangé dans le tiroir. Des papiers juridiques, impeccables et en attente. Ils pouvaient me couper de leurs photos, mais ils ne pouvaient pas me couper de l'acte de propriété. Quand ils m'ont coupé de la photo, ai-je murmuré, ils n'ont pas réalisé qu'ils se préparaient eux-mêmes pour ce qui allait suivre. Le 4e après-midi, le bruit à l'intérieur de la maison avait atteint un niveau que je ne pouvais plus supporter. Des parents entraient et sortaient des pièces. Des cousins invitaient des amis qui n'étaient même pas sur la liste d'invités initiale, et des glacières étaient ouvertes sur le porche comme si l'endroit était un bar de plage. La frontière entre visiteurs et squatteurs s'était tellement estompée que je reconnaissais à peine ma propre maison. Je me tenais dans le couloir, les mains croisées, écoutant le vacarme, et je pensais, parfois, la famille ne frappe pas à la porte. Elle défonce la porte et appelle ça de l'amour. Ce que j'avais acheté comme un sanctuaire était exhibé comme une station balnéaire publique. Je suis sorti prendre l'air, pour voir Adia sur la terrasse, son téléphone levé, sa voix tonitruante. « Bienvenue dans la nouvelle maison de plage de notre famille », s'est-elle exclamée, agitant la caméra comme si elle présentait une publicité immobilière. N'est-ce pas parfait? Plusieurs voisins s'étaient rassemblés au bord de la pelouse. Ils ont applaudi poliment, hochant la tête comme si ce qu'elle disait était parole d'évangile. « Bel endroit, Adia », a crié l'un d'eux. « Tu as toujours eu bon goût. » Mes lèvres se sont pincées. À l'intérieur, les mots bouillonnaient. Elle n'en a pas acheté une seule brique. Elle n'en a pas gagné un centime. Mais je n'ai rien dit. Mon silence n'était pas une reddition. C'était une lame que je continuais d'affûter. Elle a retourné le téléphone vers la foule à l'intérieur, les filmant en train d'acclamer et de crier « La famille pour toujours ». Je suis resté en marge, effacé même en étant sur le porche de ma propre maison. La possession, dit-on, représente les 9/10 de la loi, mais seulement quand la vérité reste silencieuse. Le dîner de ce soir-là a tourné au vinaigre. La table à manger ployait sous le poids des assiettes et des voix. Adia a levé son verre, souriant légèrement, et a dit assez fort pour toute la pièce, elle n'aurait pas pu se payer cet endroit sans l'héritage de papa. N'oublions pas que cette maison est un héritage familial. Le bavardage s'est tu un instant. Puis les parents ont hoché la tête, murmurant leur accord. L'un s'est penché en avant, me souriant narquoisement. Alors, en fait, cette maison est un peu à nous tous. J'ai serré ma fourchette si fort que le métal s'est tordu. Mon esprit est revenu des années en arrière, à mes nuits de travail, à mes coupons découpés, à mes dettes remboursées pendant que d'autres prenaient des vacances. Chaque chèque que j'avais déposé était un pas vers cette maison. Et maintenant, en une seule phrase, elle m'avait dépouillé de cette vérité. Je voulais crier, frapper du poing sur la table, mais au lieu de cela, je l'ai regardé calmement. À l'intérieur, la tempête faisait rage. Non, elle n'a jamais été à vous, et elle ne le sera jamais. L'humiliation était vive. Être rabaissé devant des parents était une chose. Se le faire dire devant des voisins en était une autre. Dans la culture américaine, la propriété n'est pas seulement une fierté. C'est la survie. Et ils avaient craché sur cette survie,
transformant mon sacrifice en une anecdote familiale bon marché. Je me suis levé tranquillement de ma chaise, posant la fourchette tordue sur mon assiette. « Excusez-moi », ai-je murmuré. Adia m'a lancé un regard triomphant, comme si elle pensait que je battais en retraite. Mais ce n'était pas le cas. Derrière mon visage calme, quelque chose s'était cristallisé. Ils croyaient que leur mensonge tiendrait pour toujours, que la répétition les rendrait vrais. Mais le papier et l'encre ne mentent pas. J'ai marché dans le couloir en direction de ma chambre, où le dossier était caché dans mon tiroir. Chaque rire, chaque insulte, chaque revendication qu'ils avaient faite m'avait poussé à ce point. Ils pensaient que leurs mots les rendaient plus forts, mais chaque mot qu'ils prononçaient ne faisait que resserrer le nœud coulant qu'ils ne savaient pas être en attente. Le 5e soir, les murs de ma maison semblaient plus étroits que jamais. Les rires, les pas lourds, les voix constantes, tout cela pesait jusqu'à ce que l'air lui-même semble voler. Je suis monté à l'étage, espérant un moment dans le seul espace qui me semblait encore mien, la chambre principale. Mais quand j'ai poussé la porte, Adia était déjà là, traînant une valise sur le tapis. Elle n'a pas tressailli en me voyant. Au lieu de cela, elle s'est retournée, son sourire acéré. « Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de la meilleure chambre. Les couples la méritent plus. » Je suis resté figé sur place. C'est ma maison, Adia. Ma chambre. Elle a haussé les épaules, jetant des vêtements sur le lit que j'avais fait. Tu seras bien sur le canapé. Tu t'adaptes toujours. Tu as passé ta vie à t'adapter. La pique dans ces mots n'était pas seulement une expulsion. C'était une réduction. Elle m'avait transformé en invité dans ma propre maison. J'ai serré les poings mais j'ai gardé ma voix égale. C'est une chose d'être négligé, ai-je dit doucement, mais c'en est une autre d'être expulsé de son propre espace. Sa seule réponse fut un rire qui résonna dans le couloir. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord du canapé, regardant le plafond tandis que leur voix résonnait au-dessus de moi. Pendant des années, j'avais choisi le silence comme bouclier. Mais allongé là, sur le coussin dur, j'ai réalisé que le silence avait atteint ses limites. Les mots de Malcolm X me sont revenus, si vous ne défendez rien, vous tomberez pour n'importe quoi. Je me suis redressé, ma respiration se calmant, mon esprit s'éclaircissant. J'en avais fini de tomber. J'en avais fini d'être invisible. Le dîner était bruyant, désordonné, un chœur de bavardage et de tintements d'argenterie. J'ai attendu que les assiettes soient à moitié pleines, que chaque voix se superpose à une autre. Puis je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je tenais un dossier dans mes mains, épais et lourd. Sans un mot, je l'ai laissé tomber sur la table. Le bruit sourd a tranché le silence de la pièce. Ce n'est pas votre maison. Ai-je dit, la voix calme, égale. J'ai ouvert le dossier, étalant des actes de propriété, des copies de contrats d'achat, et au-dessus, un enregistrement de l'appel d'Adia. Sa voix a rempli la pièce, on sera là dans 3 heures avec 22 personnes. Assure-toi d'être prête. Des halètements ont résonné, des fourchettes ont heurté les assiettes. Ceci, ai-je continué en tapotant les papiers, est à moi. Chaque dollar, chaque heure, chaque sacrifice. À moi. Et en voici la preuve. Pendant un instant, un silence lourd et choqué a régné. Puis le visage d'Adia s'est crispé. Tu n'oserais pas te retourner contre ta famille, a-t-elle sifflé. Je me suis penché plus près, mes mots tranchants. Famille ne signifie pas loyer gratuit. Famille ne signifie pas vol. Autour de la table, les regards se sont baissés. Un cousin a marmonné, eh bien, elle a raison. Un autre s'est tortillé, mal à l'aise, refusant de croiser mon regard. Adia a frappé la paume de sa main sur la table. Tu es incroyable, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai coupé. Ce que vous avez fait, c'est réécrire mes sacrifices comme votre héritage. Mais le papier ne ment pas, Adia. Cette maison n'est pas un héritage que tu peux revendiquer. C'est un foyer que j'ai construit. Le chaos de leur rire s'était effondré en silence. Des papiers étaient éparpillés sur des verres renversés et des serviettes froissées, mes preuves se détachant crûment sur leur désordre. Et à cet instant, quelque chose a changé. Je me suis sentie plus grande, plus forte. Non pas parce qu'ils m'avaient enfin respecté, mais parce que je m'étais respecté moi-même. Ils résisteraient. Je savais qu'Adia ne se rendrait pas tranquillement. Mais le vent avait tourné.
Il pensait que j'étais la servante de cette maison. Cette nuit-là, j'en suis redevenue la maîtresse. Le lendemain matin, après avoir étalé mes preuves sur la table du dîner, la maison était différente. Pas plus calme de la manière réconfortante que j'avais imaginée, mais lourde, chargée de honte, de tension et d'un silence qui pesait sur les murs. Pour la première fois depuis des jours, aucun éclat de rire ne s'échappait de la cuisine. Le son de 22 voix s'était réduit à des chuchotements étouffés derrière des portes closes. J'ai marché dans le couloir, entendant des bribes de conversation. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » chuchotait l'un. « Baisse la tête et tais-toi » répondait un autre. C'était presque amusant. Ils avaient rempli chaque recoin de leur bruit, et maintenant la vérité les avait réduits au silence d'une manière que la colère n'aurait jamais pu le faire. J'ai versé du café dans une tasse propre et j'ai pensé, la vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle reste simplement assise dans la pièce jusqu'à ce que personne ne puisse l'ignorer. La justification se mêlait à une colère persistante dans ma poitrine. Les aînés connaissent ce sentiment, ce changement qui survient lorsque le déni s'effondre, lorsque ceux qui semblaient si audacieux ne peuvent plus vous regarder dans les yeux. Ce matin-là, ils ne le pouvaient pas. Assise à table, je me suis remémoré le moment où j'avais laissé tomber le dossier comme un marteau. Le claquement sec du papier sur le bois avait fait taire la pièce d'une manière qu'aucun cri n'aurait pu le faire. Ce n'est pas un Airbnb, avais-je dit calmement, ma voix claire dominant le tintement des couverts qui s'étaient soudainement arrêtés. C'est ma maison. Je me suis souvenu du bégaiement d'un de mes cousins, elle ne peut pas être sérieuse. Puis la voix d'Ion, ferme comme la pierre, elle en a tout à fait le droit. C'est sa propriété. La honte qui avait parcouru la foule était plus forte que n'importe quelle punition que j'aurais pu imaginer. Aldous Huxley a écrit un jour, les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. Je sentais la vérité de cette phrase maintenant. Ils pouvaient essayer de réécrire l'histoire, de revendiquer mes sacrifices comme les leurs, mais les papiers ne mentaient pas. Pourtant, sous mon calme, il y avait une pointe de douleur qu'ils soient allés si loin, si volontairement, pour nier ce qui était manifestement à moi. C'était une cicatrice que même les preuves ne pouvaient effacer. Après le petit déjeuner, je me suis de nouveau tenu au bout de la table. J'ai une dernière chose à partager, ai-je dit, ma main stable alors que je posais mon téléphone sur le bois. En appuyant sur un bouton, la voix d'Adia a rempli la pièce, on sera là dans 3 heures avec 22 personnes. Prépare tout. Les halètements furent immédiats. Personne ne pouvait le nier. Une preuve irréfutable. Ceci, ai-je dit d'une voix égale, est la vérité que vous avez essayé d'enterrer. Mais l'enregistrement se souvient. Le visage d'Adia s'est crispé, ses yeux se rétrécissant comme si elle avait été brûlée. Tu m'as trahi, a-t-elle lancé en frappant du poing sur la table. Je me suis penché en avant, mes yeux fixés sur les siens. Non, Adia, tu t'es trahi toi-même. Tu as utilisé ma gentillesse et l'as transformée en droit acquis. Tu as fait de ma maison ton terrain de jeu. La seule trahison ici est la tienne. Les parents ont regardé d'elle à moi, leurs expressions partagées entre l'incrédulité et la honte. La pièce palpitait de choc. Certains secouaient la tête, d'autres marmonnaient. L'équilibre avait changé. Pour la première fois, j'ai vu des fissures apparaître. Pas en moi, mais en eux. Un oncle a murmuré sèchement à sa femme, on aurait dû s'en douter. Un cousin a sifflé, je t'avais dit qu'elle ne laisserait jamais passer ça. Ce n'était plus moi contre eux. C'était eux contre eux. Certains voulaient défendre Adia, s'accrochant à son autorité. D'autres voulaient prendre leur distance, embarrassés d'être pris dans son mensonge. Je me suis rassise, les mains croisées, observant avec détachement. C'est drôle, ai-je dit doucement. Pendant des jours, vous m'avez noyé sous vos voix, mais maintenant, vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord. Les murmures se sont faits plus forts, des disputes éclatant à travers la table. Un cousin s'est levé brusquement. On devrait juste partir. Ça n'en vaut pas la peine. Un autre a répliqué, non, on reste. Elle nous doit bien ça. J'ai coupé court, ma voix calme tranchant leur querelle. Je ne vous dois rien. Ni un lit, ni un repas, ni même cette conversation. Vous êtes venus ici sous de faux prétextes, et maintenant vous faites face à la vérité. Le silence est revenu, plus épais qu'auparavant. La maison était toujours pleine, mais pour la première fois, j'ai eu l'impression que les murs m'écoutaient à nouveau. La lumière du matin filtrait à travers les stores, mais l'air à l'intérieur de la maison était lourd, comme s'il portait les résidus de la confrontation de la veille.
J'ai marché lentement dans le couloir, écoutant le bruit des sacs traînés sur le parquet. Des valises s'alignaient le long des murs, à moitié fermées et en attente. Les parents qui avaient autrefois pris d'assaut ma cuisine et mes chambres avec une telle arrogance chuchotaient maintenant entre eux dans les coins, la voix basse, prudente, comme s'ils avaient peur d'être entendus. Leurs yeux évitaient les miens. Certains me jetaient un regard rapide puis baissaient les yeux vers le sol. La nuit précédente leur avait enlevé leur bravade, mais pas leur ressentiment. Je pouvais le voir dans leur façon de bouger, tendus et raides, comme des enfants pris la main dans le sac, mais toujours réticents à admettre leur culpabilité. Je me tenais au milieu du salon, observant, et je pensais, quand les gens craignent les conséquences, leur voix diminue. C'était vrai. Pendant des jours, ils avaient crié plus fort que moi, s'étaient moqués de moi, m'avaient effacé. Maintenant, la vérité les avait réduits au silence plus efficacement que tout ce que j'aurais pu faire d'autre. Je me sentais calme, plus froide que je ne l'aurais cru, mais prête. Prête pour la suite. À midi, j'ai appelé tout le monde à la table de la salle à manger. La même table où le chaos avait régné était maintenant débarrassée. Le désordre balayé, remplacé par une pile de papier et de stylos. Mon dossier était ouvert, son contenu soigneusement étalé sur le bois. « Asseyez-vous » ai-je ordonné. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. Un par un, ils ont obéi, remplissant les chaises avec des mouvements réticents. Ceux-ci, ai-je dit en tapotant les documents, sont des contrats d'occupation. À partir de maintenant, vous signez en reconnaissant que vous êtes des invités. Des invités avec des limites. Des invités qui paient ou des invités qui partent. Les murmures ont commencé immédiatement. Un cousin a ricané. C'est de la folie. Signé, ai-je répondu d'une voix égale. Où faites vos valises? Ce sont les seules options. Les lèvres d'Adia se sont retroussées en un rictus. Tu vas vraiment traiter ta famille comme des étrangers? Des contrats? Des règles? J'ai soutenu son regard sans ciller. Famille ne signifie pas anarchie. Vous êtes venu sans être invité. Vous êtes resté sans respect. Si vous voulez rester, ce sera sur papier. Un cousin a tendu la main à contre-cœur vers le stylo. Sa main tremblait légèrement alors qu'il griffonnait son nom, puis il a laissé tomber le stylo sur la table avec un bruit sec. Le son a résonné dans le silence plus lourdement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Ce son, c'était la conformité. Ce son, c'était la reconnaissance. D'autres ont suivi, certains marmonnant, d'autres me fusillant du regard, mais une par une, les signatures sont apparues. La responsabilité ressemble à une punition, ai-je dit doucement, uniquement pour ceux qui refusent d'être responsables. Les mots sont restés sans réponse, mais la tension a débordé lorsque la dispute s'est déplacée sur le porche. Adia est sortie en trombe, ses partisans derrière elle, et sa voix a porté jusqu'à la rue. Elle ne peut pas faire ça. Nous possédons cette maison aussi. C'est la nôtre? Les voisins s'étaient rassemblés à ce moment-là, curieux après des nuits de bruit et de voitures encombrant l'allée. Yon, imperturbable comme toujours, s'est avancé, la voix ferme. Non, Adia. Tout le monde ici sait que cet acte de propriété est à son nom. Cette maison lui appartient, à elle seule. Des murmures ont parcouru la foule de badauds. L'humiliation a atterri comme une gifle. Le visage d'Adia est devenu cramoisi, sa bravade anéantie, non pas par moi, mais par la communauté qu'elle avait essayé d'impressionner. Je me tenais à la porte, les bras croisés, observant. L'exposition publique était plus cinglante qu'une confrontation privée, et je savais que sa piqûre persisterait. Dans les quartiers américains, la réputation est une monnaie d'échange. Vous pouvez crier à l'intérieur de vos propres murs, mais une fois que les voisins entendent la vérité, il n'y a pas moyen de récupérer l'image que vous avez tenté de projeter. Adia a bégayé, ses mots trébuchants. Elle a manipulé tout ça. Non, ai-je interrompu doucement. J'ai juste arrêté de te laisser me manipuler. Le porche est tombé dans le silence, l'autorité changeant de camp une fois pour toutes. L'après-midi, des sacs étaient jetés dans des coffres, des portières de voitures claquaient, et des voix marmonnaient des jurons. Certains sont partis sans un mot, d'autres sont passés devant moi en tapant du pied, mais aucun ne m'a regardé dans les yeux. Adia est restée là plus longtemps, me fixant comme si son seul regard pouvait annuler l'humiliation, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Son empire de mensonges s'était effondré. Intérieurement, je me suis murmuré, ils sont venus avec arrogance.
Ils repartent avec la honte. Ils pensaient que le monde serait de leur côté. Au lieu de cela, le monde les a regardés partir en disgrâce. Le lendemain de leur départ, je me suis réveillé dans un silence qui semblait presque irréel. Pendant une semaine, la maison avait été remplie d'un bruit constant, des pas, des disputes, des portes qui claquent, des rires qui grinçaient au lieu de réconforter. Maintenant, il ne restait que des traces de leur présence. J'ai traversé le couloir et j'ai vu des draps froissés abandonnés sur les lits, des miettes éparpillées sur les comptoirs, des coussins renversés comme si les meubles avaient mené leur propre bataille. C'est là que ça m'a frappé, le chaos persiste même quand les personnes qui le provoquent sont parties. Mais l'air lui-même semblait plus léger. Je me suis versé une tasse de café, debout dans l'encadrement de la cuisine, et j'ai pensé, parfois, on ne réalise pas le poids d'un fardeau avant de le déposer. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas remarqué que je retenais. Les aînés parlent souvent de la paix qui vient quand on ferme enfin une porte sur les influences toxiques. Ce matin-là, j'ai goûté à cette paix, même si elle était teintée d'une pointe de solitude. En milieu de matinée, j'avais pris une décision. Je suis allé en ville, j'ai acheté de nouvelles serrures et je suis rentré pour les changer moi-même. Le clic de chaque nouveau pin glissant en place était comme si je récupérais des parties de moi-même. Ce n'était pas seulement une question de sécurité. C'était une question de limite, tracée fermement et définitivement. Ils m'ont traité d'égoïste, ai-je murmuré à l'air vide en testant la nouvelle serrure. Mais l'égoïsme ne construit pas une maison. La discipline, si. Plus tard, en nettoyant, j'ai trouvé une note pliée laissée sur le comptoir. L'écriture était indubitablement celle d'Adia. Elle disait, « Tu as rendu ça moche ». Je l'ai lu 2 fois, sentant une vieille tristesse me tirailler, mais au lieu de la colère, un soulagement m'a envahi. Je n'avais plus besoin de sa validation. Ces mots ne pouvaient pas tacher les murs de ma maison. J'ai jeté la note à la poubelle en murmurant, ce n'est pas mon travail de maintenir la paix en me sacrifiant. Les jours suivants, les retombées sont arrivées. Mon téléphone a vibré avec des textos courts et secs de cousins. On parlera quand tu te seras calmé. D'autres n'ont rien écrit du tout. Leur silence, une nouvelle forme de rejet. Puis Ea, mon frère, a appelé. Sa voix était hésitante, enveloppée d'excuses. « Tu sais comment est Adia ?» a-t-il dit. Elle s'emporte. Ne le prends pas trop personnellement. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, la mâchoire serrée. Intérieurement, je pensais, les excuses ne sont que des masques pour la complicité. Mais à voix haute, j'ai seulement dit, je t'entends. Parce que parfois, en dire moins, c'est en dire assez. Tant de familles minimisent les mauvais comportements, les lissant pour ne pas avoir à affronter la vérité. Je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue un jour, vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous autorisez. Et j'avais autorisé beaucoup trop, pendant trop longtemps. Ce chapitre était clos. Le deuil était réel. J'avais coupé des liens qui avaient fait partie de moi toute ma vie. Mais la paix, même douce amère, est meilleure que d'être effacée dans sa propre maison. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie et j'ai traversé lentement chaque pièce. J'ai redressé les coussins, plié les couvertures, effacé les dernières traces d'empreintes collantes. Quand j'ai eu fini, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait à nouveau vivante, non pas à cause du bruit, mais à cause du respect. Je me suis assise avec une nouvelle tasse de café, face à l'océan à travers les larges portes vitrées. Les vagues roulaient, imperturbables, comme pour me rappeler que la vie continue, peu importe les batailles passées. J'ai réfléchi tranquillement. Parfois, on sauve sa vie en sauvant son espace. Aucun feu d'artifice n'a marqué ce moment, aucun applaudissement, aucune reconnaissance du monde extérieur. Juste une force tranquille, une respiration régulière, et la compréhension que couper les ponts ne signifie pas une perte. C'est une renaissance. Ils pensaient que leur départ me briserait, mais dans leur absence, j'ai enfin trouvé l'espace pour respirer. Une semaine s'était écoulée depuis que la dernière voiture avait quitté mon allée, mais le silence me surprenait encore. Pas le genre étouffant qui suit une dispute, mais un silence guérisseur, le genre de calme qui vous permet d'entendre à nouveau votre propre respiration. Chaque matin, je parcourais la maison et trouvais de nouveaux rappels de la tempête qui était passée. Les murs portaient encore de légères traces où les adolescents avaient gribouillé, bien que je les ai repeintes. Des cadres photos cassés et de la vaisselle ébréchée étaient empilés près de la poubelle. Victime de la négligence. J'avais engagé une équipe de nettoyage pour aider à rétablir l'ordre, et ensemble, nous avons frotté,
balayée et réparée. La maison s'est lentement débarrassée de l'odeur du bruit et du manque de respect, redevenant un sanctuaire. Je faisais souvent des pauses, respirant l'odeur subtile de citron du bois poli et l'air pur qui entrait par les fenêtres ouvertes. La meilleure vengeance, a écrit un jour Marc Aurèle, est de ne pas être comme votre ennemi. Ces mots m'ont porté toute la semaine. Il ne s'agissait pas de jubiler ou de les faire revenir pour assister à mon triomphe. Il s'agissait de récupérer mon espace avec ma dignité intacte. Les aînés connaissent bien cette vérité. Les plus douces victoires sont silencieuses. Je triais des reçus à mon bureau quand l'email est arrivé. Le nom de l'expéditeur m'a fait retenir mon souffle une demi-seconde. Adia. Je l'ai ouvert lentement, sachant déjà que ce ne serait pas un rameau d'olivier. Les mots étaient courts, froids, conçus pour blesser. Tu as rendu ça moche. Je me suis adossé à ma chaise, fixant la phrase. Autrefois, ces mots m'auraient peut-être anéanti, m'auraient fait sombrer dans le doute. Mais maintenant, j'ai souri faiblement. C'était la preuve qu'elle avait perdu le contrôle. Quand les gens ne peuvent pas gagner avec des mensonges, ils ont recours à l'amertume. J'ai posé mes doigts sur les touches et j'ai tapé une seule réponse. Non, je l'ai faite mienne. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai senti un poids se lever. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique, mais c'était une conclusion absolue écrite en 5 mots. Elle pensait qu'il s'agissait de laideur, me suis-je murmuré. Il s'agissait de survie. Un jour plus tard, j'étais assise en face de mon avocat en ville. Le dossier était sur le bureau entre nous, le même dossier que j'avais un jour laissé tomber comme une arme sur ma table de dîner. Je veux mettre à jour l'acte de propriété. Lui ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Mettre à jour comment? Pas d'héritage, ai-je dit, sans respect démontré. S'ils veulent un jour revendiquer des liens de sang, ils devront d'abord prouver leur honneur. Il s'est adossé à sa chaise, impressionné. Vous venez de construire un mur que personne ne peut escalader sans l'avoir mérité. C'était le but, ai-je répondu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la structure. C'était de la prévoyance. En Amérique, le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. Et maintenant, ma maison, mon héritage, était à l'abri de quiconque confondrait droit acquis et amour. À la fin de cette semaine, la maison était à nouveau entière. Par une soirée chaude, j'ai apporté une tasse de café sur le porche et je me suis installé dans le fauteuil face à l'océan. Le ciel était zébré d'orange et de violet, le genre de coucher de soleil qui vous fait croire au nouveau départ. La bataille n'avait jamais porté uniquement sur des murs et des actes de propriété. Elle portait sur ma valeur, sur le fait de tracer une ligne finale que personne ne pouvait franchir sans conséquence. J'ai pensé à une autre vérité que j'avais apprise trop tard dans la vie, respectez-vous assez pour vous éloigner de tout ce qui ne vous sert plus, ne vous fait plus grandir ou ne vous rend plus heureux. Couper les ponts m'avait coûté une famille, mais m'avait rendu à moi-même. Je suis resté assise là longtemps après que le soleil ait plongé sous l'horizon, les vagues roulant, imperturbables, mon cœur enfin apaisé. Ils étaient partis avec la honte. J'étais resté avec tout ce qui comptait.